Merci de nous rejoindre sur i24 News, c'est le morning. Nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité, dont voici tout de suite le programme. Les primaires du Likoud ont eu lieu hier avec ce résultat pour le moment temporaire. Benyamin Netanyahou reconduit à la tête du parti avec 75% des voix. Qu'est-ce que cela veut dire sur la popularité de la jeune génération du Likoud ou sur la volonté d'alternance dans ce parti? Décryptage dans un instant. Demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. C'était l'étape à suivre après la résolution avortée présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. Quel risque pour de nouveaux bras de fer entre Israéliens et Palestiniens? Réponse dans cette édition. Et puis dans un tout autre registre, mais c'est de rigueur en ce premier jour de l'année 2015, on verra quels sont les remèdes à une soirée trop arrosée, trop alcoolisée, comme ça a pu être le cas pour certains d'entre vous hier. C'est Betsabé Salem qui viendra nous en parler. Voilà donc pour l'essentiel des titres que nous développerons au cours de cette édition. Avec moi pour en parler ce matin, Emmanuel Navon, bonjour. Professeur de Relations internationales, Daniel Haïk, merci de nous avoir rejoints. Alors avant de préciser ce qui s'est passé au sein du Likoud, même si les résultats sont pour l'heure tout à fait temporaires, on va passer à la revue de la presse avec vous, Maurice. Bonjour et merci d'être avec nous. On commence avec les réactions palestiniennes et israéliennes après le rejet d'une part de la résolution présentée au Conseil de sécurité de l'ONU et la demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Exactement, et on va commencer par l'agence de presse palestinienne Mahan News qui publie la réaction de Hanan Achaoui, membre du comité exécutif de l'OLP. Elle a déclaré tout simplement que c'était outrageux et honteux. Il est ironique de constater, a-t-elle dit, que tandis que les Nations Unies ont désigné 2014 comme l'année internationale de solidarité avec le peuple palestinien, la résolution n'a pas été adoptée, indiquant le manque de volonté de certains membres de la communauté internationale. Alors selon Hanan Achaoui, les Palestiniens pensaient réunir une majorité, mais le grand nombre d'abstentions a fait que les États-Unis n'ont même pas eu besoin d'utiliser leur droit de veto, et je crois que c'est ça qui l'a vexé. Sur la suite à donner à cet échec, Hanan Achaoui explique que les Palestiniens s'adressent aux organismes internationaux pour chercher la protection de l'autorité palestinienne et prouver les responsabilités d'Israël. Emmanuel Navon, ce résultat, est-ce qu'il n'était pas finalement couru d'avance? Les Palestiniens savaient que ça risquait d'arriver avec cette proposition et cette mouture particulièrement ferme de leur résolution présentée à l'ONU. Je pense que cela fait longtemps qu'ils parlent de cette résolution, effectivement, mais la résolution qu'ils avaient soumise était tellement extrémiste et radicale, puisqu'en fait, elle exigeait d'Israël un retrait total et sans condition, contrairement à toutes les résolutions de l'ONU, en particulier la fameuse résolution 242, qui parle d'un retrait conditionné par des accords de paix. Là, c'est un retrait sans paix. La résolution 242 parle également d'un retrait dont la teneur, dont la profondeur est négociable. La résolution 242 n'exige pas d'Israël un retrait aux lignes d'armistice de 1949. Donc ce que demandaient les Palestiniens, c'est en fait de remettre en cause la résolution 242. Et là, la plupart des pays se sont soit abstenus, soit effectivement voté contre, à part la France qui a voté pour. Là, on pourra effectivement en parler, parce que c'est quand même un vote qui est très grave. Mais encore une fois, leur résolution, leur projet de résolution était tellement radical que je pense que leur échec était effectivement prévisible. Cette position de la France, justement, elle vous a surprise ? Écoutez, la position de la France est surtout décevante et irresponsable à mon sens, parce que, encore une fois, cela équivaut à exiger d'Israël un retrait sans accord de paix et un retrait total qui n'est même pas exigé par le droit international. Et donc là, la France n'a même pas fait pression sur les Palestiniens pour que eux abandonnent, par exemple, ce soi-disant droit au retour qui fait échouer toutes les tentatives de paix ces 20 dernières années. Donc là, il y avait une pression uniquement sur une des deux parties et pas sur les deux parties. Donc je crois que la France, qui sans doute dit officiellement vouloir promouvoir la paix, n'a fait que mettre un autre obstacle à la paix en disant finalement aux Palestiniens, vous pouvez faire ce que vous voulez, rejeter toutes les propositions de paix, la pression, elle ne sera que sur Israël. La porte est ouverte. On continue, Maurice, avec la revue de presse et le journal La Charque à Lausanne. Exactement, qui utilise des termes également assez durs. Stupéfaction, défaite retentissante pour le quotidien qatarite. Le Conseil de sécurité nous a déçus, a admis Mahmoud Abbas devant la direction palestinienne en Cisjordanie, sous
souligne Achar al-Wassad. Après le rejet de leur projet de résolution par le Conseil de sécurité, l'adhésion à la Cour pénale internationale a été signée. Une réaction palestinienne qui prépare, écrit le journal, le terrain pour une confrontation diplomatique avec les États-Unis et est susceptible d'attirer les foudres d'Israël. Le tournant vers la Cour pénale internationale marque un important changement, transformant les relations de Mahmoud Abbas avec Israël de tendues à ouvertement hostile, considère Achar al-Wassad. On passe à Al Jazeera, le journal saoudien. Les États-Unis ont vaincu l'OLP au Conseil de sécurité des Nations Unies par chaos au premier tour, sans même utiliser leur droit de veto. Vous voyez, c'est assez dur, mais l'humiliation ne passera pas inaperçue, écrit Al Jazeera, dans une région qui va à la recherche d'une intervention divine quand les appels répétés pour une intervention internationale ne parviennent pas à stopper l'agression et l'effusion de sang. Vous voyez, on ne mâche pas les mots chez les Saoudiens. Une fois de plus, la crédulité palestinienne, le cynisme américain et l'intimidation israélienne ont dégradé le rôle des Nations Unies pour mettre fin à la plus longue occupation illégale de mémoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Al Jazeera. Et du côté israélien, on en pense côté quoi? israélien, c'est aussi dur, vous allez voir. On va prendre le quotidien Haaretz qui publie en première page 3 éditoriaux. Alors la teneur de ces éditoriaux est intéressante. Tout d'abord, Barak Ravid qui écrit « Les ennuis ne font que commencer. Victoire tactique pour Israël qui sera courte car la réaction de Netanyahou risque de renforcer l'isolement diplomatique d'Israël. » Deuxième éditorial, Amira Haas, Israël et le Hamas se retrouvent dans le même camp et se félicitent de l'échec de Mahmoud Abbas. On sait qui est Amira Haas, une journaliste d'extrême gauche. Enfin, Rami Shalev, l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a rejeté l'initiative palestinienne, mais elle a rappelé la position des États-Unis, un retrait israélien sur les lignes de 67 avec échange de territoire. Nous soutenons toujours une solution que dans votre campagne vous qualifiez de danger existentiel pour Israël, a-t-elle insisté. Daniel, je vous voyais faire la moue quand vous entendiez les propos repris par Maurice de Barak Ravid. Non, je pense que effectivement, par rapport à ce qu'a dit l'un des éditorialistes, qui a dit que ça ne fait que commencer, effectivement, ça ne fait que commencer parce que je crains que après que les Palestiniens aient pu dire, voilà, nous avons tout fait, nous sommes allés jusqu'au bout de notre démarche unilatérale, nous n'avons obtenu certes un échec, mais tout de même un soutien de 8 des membres du Conseil de sécurité, et bien maintenant nous passons la balle, et c'est là que c'est inquiétant, à notre allié, notre nouvel allié officiel, c'est la France, et il est possible que la France entame une démarche qui propose une résolution qui serait bien plus modérée que celle des Palestiniens, qui, avec les changements intervenus aujourd'hui au sein du Conseil de sécurité, l'arrivée de pays qui seraient plus favorables, pourrait passer sans le veto, pourrait avoir une majorité et obligerait les Américains à opposer leur veto. Et cela, c'est une démarche dont on va reparler, je pense, au cours des prochaines semaines, et je crois que la France aura un rôle déterminant dans ce cadre. Et on en parlera tout à l'heure également en deuxième partie d'émission continue avec la campagne électorale qui est toujours à la une de la presse israélienne. Alors Israël Hayom titre sur la victoire de Netanyahou aux primaires du Likoud. Alors sans surprise, avant même la publication officielle des résultats, le quotidien donc avait annoncé la victoire de Netanyahou qui serait à la tête de liste du parti aux législatives prochaines du 17 mars. Alors les résultats, c'est encore un peu flou, on a essayé de comprendre. Et ce sera annoncé à 11h officiellement par Benjamin officiellement, Netanyahou mais apparemment Netanyahou aurait eu 75% des voix pour la tête de liste contre 19% pour Dani Danon, son rival, et 6% d'abstention. À minuit, le rival du Premier ministre, Dani Danon, a en effet reconnu sa défaite et a lancé un appel pour faire face ensemble à la gauche. Le taux de participation, annonce le quotidien, était de 55%. Vous voyez, ça n'a pas mobilisé la moitié des membres du Likoud. On passe au Jerusalem Post qui annonce à la une encore une nomination sans surprise. Le professeur Manuel Trachtenberg a été choisi par le tandem Herzog-Livni pour occuper le portefeuille des finances en cas de victoire de leur liste. L'annonce pourrait, affirme le Jerusalem Post, compliquer les négociations sur la constitution d'une coalition. Le poste est en effet convoité par le parti de Moshe Carlon qui mène une campagne essentiellement socio-économique. Rappelons que le professeur Manuel Trachtenberg avait été nommé par Netanyahou pour préparer des recommandations sociales après les protestations de 2011. Depuis, rien n'a été fait et c'est la raison pour laquelle j'entre en politique, a déclaré Manuel Trachtenberg. Ben voilà, qui est fait. Alors on va reparler avec vous de ces primaires. Ils étaient donc hier 96 000 appelés pour voter à ces primaires. 600 bureaux de
de vote à travers tout le pays pour désigner l'ordre donc des 38 représentants de la liste nationale et de la liste des listes régionales. 75%, 85%, on l'a entendu Maurice, et on va en parler également, les résultats ne sont pas encore définitifs. C'est donc Benyamin Netanyahou qui reconduit, sans surprise, mais vous allez nous le dire ce que vous en pensez, à la tête du Likoud, avec une liste de 10 personnes. Alors, ce qui se profile, et vous me dites toujours si vous êtes d'accord, et c'est ce que vous avez entendu: Gilad Erdan, Yuli Edelstein, Israël Katz, Miri Regev en 4e position, Zeev Elkin, Yariv Livlin, Sylvan Shalom, Moshe Ya'alon, Ophir Akounez. Voilà donc pour la liste plus ou moins officielle. Une chose à noter, Feiglin ne s'y trouve pas. Commentaire. Bon. Je commence. Écoutez, d'abord, premièrement, commentaire, Binyamin Netanyahou a été élu, réélu, on peut dire, pour la 6e fois à la présidence du Likoud. Et bien que l'on ait parlé d'une usure du pouvoir, de critiques dont il aurait fait l'objet au sein même du parti, en particulier après l'opération israélienne à Gaza l'été dernier, eh bien on voit que Binyamin Netanyahou reste le leader tout-puissant du Likoud, sans contestation possible, sans alternative aussi possible. Peut-être que certains diront, ben oui, l'alternative est partie. Ce sont des gens comme Moshe Carlon qui ont fondé un nouveau parti, ou alors comme Gideon Sa'ar qui attendent peut-être le départ de Binyamin Netanyahou, mais en tout cas pour l'instant il reste là. Emmanuel Navon, Benyamin Netanyahou, de faire partir ces nouvelles têtes particulièrement prometteuses. On parle de Moshe Carlon, on parle d'autres personnages aussi à ces caractéristiques, qui s'en est bien chargé. Oui, il a éliminé toute opposition au sein du parti. Daniel parlait d'usure du pouvoir. Je cite souvent l'ancien président du Conseil italien, Giulio Andreotti, qui disait que le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Et donc ceux qui ne sont pas au pouvoir effectivement finissent souvent par se fatiguer, et surtout lorsque celui qui est à la tête du parti fait tout pour les éliminer. Mais cela porte atteinte également au parti lui-même, puisque justement parce qu'il n'y a pas de véritable jeune génération de gens de qualité, on voit aujourd'hui le parti qui s'essouffle, qui n'a pas vraiment de candidats de stars, contrairement à d'autres partis qui, eux, attirent des jeunes candidats ambitieux et talentueux. Comme le parti de Bennett. Comme le parti de Bennett, qui, lui, attire toutes les stars de la droite qui auraient dû aller au Likoud. Et donc, justement, parce que le Likoud est devenu une machine à éliminer toute concurrence potentielle, il n'attire pas les talents. Mais alors, finalement, c'est 75% pour Benyamin Netanyahou, pour ramener Benyamin Netanyahou une fois de plus à la tête du Likoud. Maurice Fergan, on doit les interpréter comme un plébiscite ou comme une résignation de la part des électeurs? Donc, il s'agit effectivement d'une résignation. Les électeurs du Likoud n'ont pas le choix. Ils auraient pu mettre qui à la place de Netanyahou? C'est la question que je pose à Daniel. Oui, non, mais je pense aussi que c'est une réponse aussi à la campagne menée à gauche et au centre, tout sauf Bibi. Et là, l'électorat du Likoud vient dire Bibi et personne d'autre. C'est la réponse un peu de l'électorat du Likoud à cette campagne de la gauche et du centre israélien. Mais du coup, ça présage quoi pour les élections qu'on verra se dérouler le 17 mars prochain? Est-ce que le parti va prendre une direction encore plus radicale ou pas? Est-ce que c'est le chemin que va suivre Benyamin Netanyahou? Non, encore une fois, le parti n'est pas un parti radical. Le Likoud est un parti conservateur, libéral, de centre-droit, qui effectivement, la composition de sa liste dépend de ses électeurs. Vous avez parlé du chiffre de 96 000. La moitié en général vont voter, mais il y a un phénomène en Israël, pas seulement au Likoud, d'encartement massif, de groupes d'intérêt qui encartent des gens de façon souvent artificielle pour influencer la composition de la liste. Et on a beaucoup parlé ces dernières années d'encartement massif pour droitiser la liste. Mais en réalité, lorsqu'on regarde les résultats qui se dessinent ce matin, on voit que cette stratégie ne marche plus tellement. Alors c'est ça, parce que si on regarde les résultats, les grands du Likoud sont présents, à l'exception de Moshe Feiglin, et c'est lui qui représente cette certaine radicalisation. Il n'est pas le seul qui représente cette tentative d'encarter des gens massivement. Lui-même se retrouve en dehors de la liste, mais également, il n'y a pas que Moshe Feiglin qui en fait a encarté des milliers de personnes pour des raisons idéologiques, mais vous avez par exemple Chaim Katz qui dirige l'association des travailleurs de l'aérospatiale en Israël, qui a 10 000 encartés, qui les fait venir en autobus. Et lui, d'après les résultats, n'est pas sur la liste. Donc je veux dire par là, cette tactique d'encartement massif et d'essayer d'échanger des voix pour déterminer la liste, on voit qu'elle a ses limites tout de même. L'un des enjeux de ces élections primaires, c'était de vérifier si Binyamin Netanyahou allait pouvoir avoir derrière lui, dans la liste électorale, une liste qui lui serait
on va dire, plus favorable que la précédente. On va dire plus favorable, peut-être moins nationaliste, entre guillemets. Et le sentiment qui se profile, par exemple, par rapport à ce qu'on voit actuellement, c'est qu'effectivement... faite de Feiglin, ça y ressemble beaucoup. Effectivement, c'est-à-dire non seulement Feiglin est dehors, et ça a la grande satisfaction de Netanyahou, mais on voit que Benjamin Netanyahou a réussi à faire rentrer assez haut dans la liste des proches à lui, comme Yuval Steinitz, comme Ophir Akounitz, qui vont être des fidèles. Et aussi, un point important qui passe presque inaperçu, l'électorat du Likoud devait voter aussi pour octroyer à Benjamin Netanyahou la possibilité de faire rentrer 2 figures à l'extérieur sans passer par les primaires. Le Likoud a apparemment accordé ce droit à Benjamin Netanyahou, et donc Benjamin Netanyahou va faire rentrer certainement 2 personnalités, 2 figures. Espérons qu'elles sont séduisantes pour au moins essayer de donner un petit peu d'attrait à cette liste plutôt morose, et qu'il s'agira de personnalités du centre, probablement du centre-droite, et certainement pas de la droite nationaliste. C'est ça qui manque à cette liste finalement, des personnalités nouvelles, des nouveaux visages. Est-ce que ça ne va pas jouer dans une atteinte à la crédibilité de Benjamin Netanyahou? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui un phénomène qui est inquiétant pour le Likoud, comme je l'ai dit, à savoir que c'est Naftali Bennett qui attire les jeunes, les stars de la droite, alors que dans le Likoud, pourquoi est-ce qu'il ne l'attire pas? Parce que d'abord, les gens voient quel est le sort des stars du Likoud. On a parlé tout à l'heure de Gideon Sa'ar, de Moshe Kahlon, et puis ces primaires qui sont très influencés par des groupes d'influence qui sont très difficiles, alors qu'au parti de Bennett, les gens peuvent s'inscrire online et voter sans qu'il y ait ces personnes qui contrôlent des groupes et qui vous font chanter, etc., etc. Donc il y a un problème pour le Likoud. La liste aujourd'hui est finalement une répétition de la liste précédente, avec certains changements, des gens qui se sont placés un peu plus haut, d'autres un peu plus bas, mais il n'y a pas de nouvelles figures. Et il y a là un manque d'attrait, effectivement, un manque de dynamisme. Même les élections hier qui se sont tenues, d'habitude, les élections primaires, vous avez beaucoup de monde qui viennent, il y a beaucoup d'actions, et là, c'était très mort, c'était très, très mort. Maurice Ferland ? Moi, je souris un petit peu quand j'entends Emmanuel Navon et Daniel Haïk, parce qu'on a l'impression que c'est l'opposition qui parle du Likoud. Il n'y a plus d'enthousiasme. Le problème, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou a retrouvé son mordant qu'on connaissait dans les précédentes campagnes? J'ai l'impression que non. On peut se poser la question, est-ce que c'est le parti qui est derrière Netanyahou ou Netanyahou qui est derrière le parti? Je veux dire, qui adopte des positions? On ne parle plus d'idéologie, on ne parle plus de politique, on parle des Alors figures. justement, on va parler dans quelques instants ensemble d'idéologie, mais je voudrais simplement prendre la température un peu au niveau de la gauche. Nous sommes en ligne avec Robert Rouache, membre du Parti travailliste. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors qu'est-ce qu'elle en pense, la gauche, de ce plébiscite à Netanyahou? Bien écoutez, d'abord c'était attendu, c'était le seul candidat qui était valable. N'oubliez pas qu'il est depuis 40 ans au Likoud. Maintenant le problème n'est pas là. Le problème c'est que le peuple israélien en a marre, si vous voulez, de cette façon dont le gouvernement dirige, dans le sens où les vrais problèmes du peuple n'ont pas été non seulement abordés, mais surtout résolus. Et je veux dire que cette campagne ne sera pas sur des problèmes sécuritaires ou des relations avec les Palestiniens. Je pense qu'il y a une sorte de résiliation. Je pense que le peuple sait que rien n'a avancé pendant ces 7 dernières années. Non, le peuple attend d'abord du nouveau gouvernement qui va être élu des problèmes sur la cherté de la vie, sur le problème d'achat des appartements par les jeunes, pour les études des personnes âgées. Et en fait, je suis désolé, je vais essayer de faire court, tout est lié également avec la paix avec nos voisins. Des sommes colossales vont dans la sécurité et il faut essayer de faire comprendre au peuple que si nous avons des relations avec nos voisins palestiniens et avec nos voisins arabes, donc je pense que la situation personnelle du peuple sera mieux. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer au peuple et c'est ça ce que nous allons essayer de faire, si vous voulez, au Parti travailliste. Maintenant, un dernier point. Concernant les problèmes de relations de la paix, je crois qu'en tant que parti travailliste, tout a été essayé. Donc je crois qu'on doit tout recommencer à zéro, tout remettre à plat et redémarrer le processus de paix comme si que rien n'avait été fait. Alors sans parler seulement, Robert Rouache, du processus de paix, parlons des sondages. Ils sont largement en faveur du bloc de droite. Alors c'est pas forcément ce changement dont vous parlez, tout ce que vous insinuez dans ce que vous venez de dire là. Les sondages, eux, ils sont en faveur du bloc de droite. Écoutez, nous n'avons pas encore commencé notre campagne. Nous devions, si vous voulez, cette semaine donner le programme du Parti travailliste ainsi qu'avec Tzipi Livni, évidemment. Donc nous ne l'avons pas fait. La semaine prochaine, le peuple israélien aura en main le programme que la gauche propose si nous prenons le pouvoir dans un petit mois, 2 mois.
Et donc, si vous voulez, là, on pourra juger. Ces sondages qui sont faits 3 mois avant ne représentent quasiment rien. Nous ne connaissons pas encore les listes des différents partis, donc ça ne correspond à rien. Maintenant, et c'est vrai qu'on connaîtra celle du Likoud, en tout cas d'ici quelques heures. Merci beaucoup, Robert Ouache, d'avoir été avec nous. Réaction, Emmanuel Navon, Daniel Haïk. Un mot sur le Parti travailliste. Je crois que hier soir, Yitzhak Herzog a commis une erreur en offrant à Manuel Trachtenberg le poste de potentiel ministre des Finances, parce que quelque part il est en train d'éloigner Moshe Kahlon. Moshe Kahlon a quitté le Likoud parce que justement il sentit qu'il ne pouvait pas être ministre des Finances, et il est allé voir ailleurs dans l'espoir, et s'il devait y avoir une coalition avec Moshe Kahlon, eh bien Moshe Kahlon voudrait absolument obtenir le poste de ministre des Finances. Donc comment il prend l'engagement, en prenant cet engagement, Yitzhak Herzog risque d'éloigner d'une certaine manière le parti de Moshe Kahlon. Et si j'étais Binyamin Netanyahou, ce que je ne suis pas, eh bien Binyamin Netanyahou ferait bien de rapprocher Moshe Kahlon et de lui proposer un poste séduisant de ministre des Finances. Il l'a déjà fait avec Yair Lapid, on a vu le résultat. Alors, mais jeu de rôle il pourrait également le faire. Que je lance à vous, Emmanuel Navon. Si vous étiez Binyamin Netanyahou, est-ce que vous concentreriez cette campagne sur les aspects sécuritaires ou sociaux, comme Robert Ouache nous l'a rappelé il y a quelques instants? Vous savez, à chaque fois on parle, faut-il se focaliser sur tel sujet ou sur tel sujet? Tous les sujets sont liés, tous les sujets sont importants. Je pense qu'on ne peut pas faire une campagne uniquement sur les questions économiques et sociales ou sécuritaires. Tous ces sujets intéressent bien entendu. Il faut dire que les dernières électeurs. campagnes de Benyamin Netanyahou, elles étaient particulièrement axées sur la sécurité. C'était quand même le thème principal. Je regrette effectivement que sur les sujets économiques et sociaux, le Likoud ne prenne pas le devant. Que finalement les seules années dans lesquelles Netanyahou a fait vraiment des choses importantes dans le domaine économique, c'est quand il était ministre des Finances de Sharon, mais que malheureusement en tant que Premier ministre, et je le regrette et je le reconnais, il a fait très peu. Et le Likoud en paye le prix, il faut bien reconnaître la vérité. C'est pour ça aussi que Kahlon a quitté le Likoud. Alors que, par exemple, la réforme qu'a faite Kahlon dans le domaine des télécommunications, d'augmenter la concurrence, c'est ça le libéralisme économique. C'est la concurrence. C'est censé être le programme du Likoud. Malheureusement, le Likoud, sous le leadership de Netanyahou, ne l'a pas suffisamment fait, et il en paye le prix aujourd'hui. Alors justement, une question qu'a soulevée tout à l'heure Maurice Fergan, est-ce que c'est plutôt le Likoud qui tire Netanyahou ou Netanyahou qui tire le Likoud? Elle est intéressante cette question. Est-ce qu'il y a un décalage entre l'idéologie du Likoud dont vous parliez depuis des décennies et celle de Benyamin Netanyahou? Vous savez, le problème, c'est qu'il y a surtout un décalage entre le leadership et la base du parti. Netanyahou n'est pas un leader qui s'intéresse à la base de son parti. Et donc, il y a une déconnexion. Il y a une déconnexion, un manque d'intérêt, contrairement à d'autres leaders du Likoud, par exemple comme Sharon à l'époque, sur lequel j'ai une critique sur d'autres sujets, mais au moins qui traitait son parti, sa base, comme un parti. Alors que Netanyahou se comporte comme si nous n'étions pas dans un régime parlementaire, mais présidentiel. Et on sent effectivement cette déconnexion entre le leader... la base le suit. Par faute d'autres choix. Parce que lorsque l'autre candidat est Danny Danon... Mais si, par exemple, il y avait des critiques à émettre envers Netanyahou, eh bien, il aurait peut-être fallu que, de plus en plus... peut-être que l'électorat de base, eh bien, aurait dû peut-être, ne serait-ce que par principe, soutenir Danny Danon pour essayer d'affaiblir le surpouvoir de Netanyahou. Je pense qu'encore une fois, Danny Danon s'est beaucoup décrédibilisé au sein de l'électorat du Likoud lorsqu'il a vivement critiqué Netanyahou en pleine guerre. Et ça, on le sent dans la base du Likoud. Ça, il a fait quelque chose que beaucoup d'électeurs du Likoud n'ont pas du tout apprécié, même s'ils ont une critique vis-à-vis de Netanyahou. Mais je pense que le fait que Danon ait eu cette attitude pendant la guerre de critiquer aussi fermement le Premier ministre, cela lui a aliéné beaucoup d'électeurs. Daniel, une question. On a beaucoup présenté Benyamin Netanyahou comme l'homme du statu quo. Pourtant, c'est ce même homme qui a fait ce discours en 2008, ce discours de Bar-Ilan, où il se prononçait en faveur de 2 États pour 2 peuples. Et ça, c'est pas dans les statuts du Likoud. Oui, mais je crois que lorsque Binyamin Netanyahou a fait ce discours, c'était un peu en réponse au discours de Barack Obama. C'était une volonté d'essayer de poser, c'est-à-dire de se poser comme un leader de centre-droite, mais quelque part... Il n'en est pas profondément convaincu. Je crois qu'il n'en est pas profondément convaincu. Moi, j'avais une théorie qui disait que peut-être qu'au lendemain de la mort de son père, parce que son père était un historien, un idéologue, le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, qui était, on va dire, l'idéologue de la droite
droite nationaliste israélienne, eh bien, au lendemain de son décès, Netanyahou serait libéré quelque peu du carcan idéologique et pourrait prendre une initiative. Il ne l'a pas fait. Quelque part, il y a quelque chose qui le bloque, et je crois que c'est de l'idéologie, contrairement par exemple à Ariel Sharon, qui lui n'était pas un idéologue et qui a pu prendre des initiatives comme le retrait israélien du Gush Katif, de la bande de Gaza. Donc là, j'ai l'impression que finalement, si on rechoisit Netanyahou, eh bien, on va rester dans une situation d'impasse, en tout cas dans une non-initiative de passivité. Un élan à ce parti, une nouvelle jeunesse au Likoud, finalement assumer cette idéologie, aller jusqu'au bout de ce discours de 2008. Oui, écoutez, peut-être, mais on voit que l'électorat du Likoud ne le suit pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, on voit que malgré tout, même si, par exemple, dans la liste, apparemment, il y a certains proches de Netanyahou qui sont bien placés, eh bien, il reste quand même un noyau dur de la droite nationaliste, avec des gens comme Tzipi Hotobeli, avec des gens comme Yair Levin, Zev Elkin, des gens qui sont des durs de la droite nationaliste, et donc quelque part le Likoud veut véhiculer encore une forme d'idéologie, peut-être contrairement au parti travailliste qui accueille des gens comme Tzipi Livni, qui on va dire la passionnariat de l'anti-idéologie, puisqu'elle est passée en quelques années du Khérout, de l'idéologie de la droite nationaliste à la gauche aujourd'hui. Alors est-ce que finalement c'est pas, comme on le dit souvent en hébreu, ce qu'on voit d'ici, de cette chaise, de ce fauteuil de Premier ministre, on le voit pas forcément quand on est un peu plus bas dans l'échiquier politique. Est-ce que c'est pas ça qui oblige à... C'est un disque rayé des journalistes israéliens. Vous savez, de Sharon. Oui. Vous savez, Netanyahou est au pouvoir depuis près de 10 ans maintenant. Vous parliez tout à l'heure de son discours de Bar-Ilan, qui était non pas en 2008 mais en 2009, dans lequel, je vous rappelle, il avait quand même donné des conditions très claires et très fermes pour l'acceptation en principe d'un État palestinien, la démilitarisation, la reconnaissance d'Israël comme État juif, etc. Mais également, pour rebondir sur ce que vient de dire Daniel, sur la liste du Likoud aujourd'hui, en tout cas celle qui se dessine, vous ne trouverez pas un seul député qui soutient le discours de Bar-Ilan. Donc ça, c'est quand même un point important. Pas un député. Et j'inclus dedans également Yuval Steinitz. Même Yuval Steinitz. Les proches de Netanyahou, c'est Yuval Steinitz. C'est également Akounis, et tous s'opposent au principe du discours de Bar-Ilan. C'est pas seulement des gens comme Feiglin, etc. Donc je veux dire par là, aujourd'hui, et Tzachi Hanegbi n'est pas sur la liste apparemment, qui était peut-être le seul. Il est plus loin, il est vers la 16e, 17e place. D'accord, alors peut-être, il y en a un alors qui... Donc si je vous entends bien, Emmanuel Navon, Benjamin Netanyahou aura plus tendance à durcir ses positions. Mais c'est pas une question de durcir ses positions, c'est que d'abord, je rappelle que de toute façon, son discours de Bar-Ilan n'a aucune importance dans la réalité, puisque les Palestiniens, on a vu leur position, on a négocié, Tzipi Livni a négocié avec eux, ils refusent tout compromis. Alors justement, vous allez rester en notre compagnie juste après un nouveau journal, on va reparler de cette demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. C'était donc l'étape à suivre après la résolution avortée présentée au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est dans un instant, juste après un nouveau journal présenté par Elsa Mimoun. Retour sur le plateau du Morning, toujours avec Emmanuel Navon et Daniel Haïk. Rebonjour messieurs, Philippe Koskas nous a rejoint. Bonjour, vous êtes avocat, merci d'être avec nous sur ce plateau. Dans quelques instants, on parlera de cette demande d'adhésion des Palestiniens à la Cour pénale internationale. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur cette année qui aura été finalement celle de l'échec des négociations entre Israéliens et Palestiniens sous l'égide des États-Unis, puis cette escalade des derniers mois de violence qui s'en est suivie. Rétrospective en images. 1er avril 2014. Pour protester contre des projets de construction israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, le président Mahmoud Abbas annonce l'adhésion de l'autorité palestinienne à 15 agences et traités internationaux. En réponse, Israël annule la libération de 26 prisonniers palestiniens qui devaient être relâchés en signe de bonne volonté. 29 avril 2014. Après 9 mois de discussions laborieuses, Barack Obama annonce une pause dans les négociations israélo-palestiniennes. Les navettes de l'infatigable John Kerry au Proche-Orient n'auront même pas permis d'arracher un accord cadre. Le secrétaire d'État américain reproche au gouvernement israélien d'être responsable de cet échec. Ces accusations tentent des rapports entre l'administration Obama et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. 2 juin 2014. C'est la fin de la division palestinienne. À la Moukata de Ramallah, un nouveau gouvernement d'unité palestinien prête serment devant Mahmoud Abbas.
Ses membres ont été désignés par le Fatah et le Hamas, qui enterrent la hache de guerre. Israël dénonce cette réconciliation et accuse Mahmoud Abbas d'avoir pactisé avec le diable, au détriment de la paix. 12 juin 2014, 3 adolescents israéliens sont kidnappés au carrefour du Gush Etzion par des Palestiniens. Pas de revendication, mais Israël pointe un doigt accusateur en direction du Hamas. Tsahal déclenche l'opération Gardien de nos frères, au cours de laquelle des centaines de militants islamistes sont arrêtés dans toute la Cisjordanie. Le 30 juin, les corps de Gilad Sher, Naftali Frankel et Deyal Ifra sont retrouvés dans les environs de Hebron. Israël est sous le choc, mais le pire est à venir. Dans le sud du pays, les tirs de roquettes du Hamas s'intensifient. 8 juillet 2014, Israël déclenche l'opération Bordure protectrice. Dans un premier temps, l'aviation israélienne pilonne les positions des factions armées palestiniennes. Le Hamas tire ses premières roquettes de longue portée sur Tel Aviv, Jérusalem et même Haïfa. Il surprend aussi Tsahal par plusieurs tentatives d'infiltration grâce à ses tunnels. Le 18 juillet, les chars et l'infanterie pénètrent à Gaza avant de s'en retirer le 5 août à la faveur d'un premier cessez-le-feu. Les affrontements reprennent et s'achèvent au bout de 50 jours, le 27 août 2014, grâce à une médiation égyptienne. Plus de 2000 Palestiniens ont trouvé la mort et près de 75 Israéliens, dont 66 soldats. 22 octobre 2014, sur fond d'émeutes dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est, la capitale israélienne est frappée par un attentat à la voiture bélier. 2 Israéliens sont tués par un terroriste palestinien près du tramway. Près d'une demi-douzaine d'attentats se succèdent dans l'espace de quelques semaines, comme à la synagogue de Har Nof à Jérusalem, où des fidèles juifs sont assassinés en pleine prière. 30 décembre 2014, l'initiative palestinienne à l'ONU est un camouflet. Le projet de résolution visant à imposer un retrait israélien de Cisjordanie avant 2017 est rejeté par le Conseil de sécurité. En l'absence de reprise du processus de paix, le président Mahmoud Abbas annonce sa volonté de poursuivre Israël à la Cour pénale internationale de La Haye. 2015 promet déjà d'être riche en rebondissements diplomatiques. Alors 2015, riche en rebondissement ou pas, en tout cas Philippe Koskas, autant la résolution présentée devant le Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas contraignante pour Israël, on ne peut pas dire la même chose de cette demande d'adhésion à la CPI et des conséquences à suivre. Oui, il peut y avoir des conséquences, mais il peut y avoir des conséquences pour les deux parties. Il faut voir que l'autorité palestinienne pouvait ratifier le statut de Rome depuis bien longtemps, elle ne l'a pas fait. Et elle avait des raisons pour le faire, pour ne pas le faire justement, dans le sens où si l'autorité palestinienne peut poursuivre Israël pour génocide, les Israéliens peuvent également poursuivre à partir d'aujourd'hui les Palestiniens également pour les mêmes faits. Donc c'est pas exactement, c'est une lame qui peut être à double tranchant. Alors juridiquement, concrètement, qu'est-ce que ça peut impliquer? Des poursuites, d'accord, et puis? Ah oui, ça peut, c'est assez impliquant. Il faut voir que cette CPI, en fait, j'allais dire, a été surnommée le tribunal pénal africain, parce qu'il n'y a eu que des cas africains qui ont été tranchés, et des condamnations qui étaient liées qu'en Afrique, risquent de devenir un tribunal moyen-oriental, comme l'est par exemple la Commission des droits de l'homme de l'ONU. C'est-à-dire qu'on risque de voir maintenant, à chaque opération, à chaque blessé, une partie qui va ester à cette Cour pénale internationale. Ça va mobiliser beaucoup de juristes, ça va faire beaucoup de bruit. Je ne sais pas vraiment quel résultat ça va donner. Alors justement, vous me corrigez si je me trompe, mais pour accéder à la CPI en tant que membre de plein droit, il faut aussi être membre de l'ONU de plein droit également, si je ne me trompe pas, et c'est pas le cas. Est-ce que justement, une fois plus, et vous le disiez il y a quelques instants, c'est pas une façon de faire beaucoup de bruit pour rien? Alors, la Cour pénale internationale s'était reconnue incompétente pour la dernière opération israélienne à Gaza. Maintenant, les choses pourraient être différentes. Pourquoi? Parce que dans les statuts de Rome, certaines organisations peuvent également adhérer à la CPI. Et c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'on risque de la retrouver compétente maintenant à voir les types de conflits qu'il y a entre Israéliens et Palestiniens. Alors voilà, c'est ce qui est à suivre. Daniel, une réaction? Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il fallait qu'il y ait que l'organisation, dans le cas précis l'autorité palestinienne, soit souveraine sur un territoire et qu'elle mène au moins des relations internationales. Alors je ne sais pas si c'est le cas par exemple pour l'autorité palestinienne
sur une partie de la Judée et de la Samarie. C'est pas le cas, par exemple, à Gaza. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que cela risque d'entraver une démarche possible. Et puis il y a un point aussi important, il me semble, c'est que c'est une démarche extrêmement longue, peut-être même fastidieuse, qui risque de prendre du temps. On voit même que les Américains sont impliqués avec certains actes de leurs soldats et de leurs officiers en Afghanistan. Donc ça prend du temps. De toutes les manières, une procédure comme ça peut prendre plusieurs années. Alors une procédure également, on l'a vu, à double tranchant, puisque les Israéliens pourraient aussi, Emmanuel, recourir aux compétences de la Cour pénale internationale. Finalement, est-ce qu'Israël va jouer ce jeu-là aussi et demander des sanctions, demander des jugements de la part de la Cour pénale? Là, je me contenterai de citer le représentant de l'OLP au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, qui s'était exprimé pendant l'opération Bordure protectrice de l'été dernier, qui avait dit à la télévision palestinienne qu'il s'opposait à ce que l'autorité palestinienne se joigne à la Cour pénale internationale, parce qu'il avait dit, et je le cite, c'est nous qui vont être les premiers touchés, parce que le Hamas commet des crimes de guerre en tirant, en visant sciemment des civils, alors qu'Israël, dit le même ambassadeur de l'OLP, s'en tient au droit international et au droit de la guerre en prévenant à l'avance les cibles civiles. Donc, ils le savent très bien, c'est du cinéma. Ils savent très bien que si demain ils vont à la Cour pénale internationale, ce sont les premiers qui seront visés par Israël, parce que eux sont coupables de crimes de guerre, contrairement à Israël. Et ensuite, étant donné que l'armée israélienne se comporte et s'est comporté dans l'opération Bordure protectrice avec des conseillers juridiques qui à chaque fois vérifient exactement ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, on peut effectivement ensuite aller devant un tribunal et vérifier si on s'est tenu à quel pourcentage au droit international ou pas. Mais là, bien entendu, les Palestiniens eux-mêmes, c'est plus qu'une arme à double tranchant, c'est une arme qui se retournera contre eux. Alors justement, on va poser la question à notre spécialiste du monde arabe, Ali Ouaked. Bonjour et merci beaucoup aujourd'hui de répondre à nos questions. Alors, c'est quoi cette stratégie des Palestiniens aujourd'hui de demander cette adhésion à la Cour pénale internationale en sachant que ça pourrait se retourner contre eux? Bon, je ne suis pas sûr que les Palestiniens pensent que ça peut tourner contre eux. Au maximum, ça peut tourner peut-être contre des actes commis par le Hamas. Je ne suis pas sûr que l'autorité palestinienne ne sera pas satisfaite si elle verra des responsables israéliens et des responsables du Hamas assis dans une même cage, dans le CPI. Donc c'est pour cela, à mon avis, l'autorité palestinienne a décidé finalement d'adhérer à la CPI. Mais ceci ne signifie pas que demain matin, l'autorité palestinienne déposera des plaintes contre des chefs de Givati et de Golani et contre le ministre de la Défense. C'est une carte que l'autorité palestinienne voudrait jouer avec. Une fois il y a un gouvernement en Israël, une fois la communauté internationale qui a exprimé hier son soutien à cette idée de deux États et des lignes de 1967. Donc c'est un moyen pour l'autorité, un moyen de plus pour l'autorité palestinienne de faire pression sur le gouvernement futur en Israël. Mais c'est possible, bien sûr, que Israël essayera d'accuser des éléments palestiniens d'avoir commis des actes de crimes de guerre. En tout cas, ça ne sera pas l'autorité palestinienne, puisque l'autorité palestinienne, depuis très longtemps, n'a pas été impliquée dans une confrontation militaire avec Israël, et que depuis 2007, c'est le Hamas qui gouverne la bande de Gaza. Merci beaucoup, Ali Ouaked, pour ces explications. Daniel, un moyen de pression, donc de plus, pour le prochain gouvernement israélien. Oui, je crois qu'on assiste, c'est-à-dire ça fait partie de l'érosion, et ce sera probablement l'un des enjeux que le prochain gouvernement devra relever. Comment faire face à cette érosion au sein de la communauté internationale auquel on assiste. On a vu au cours des derniers mois ces votes au sein des parlements européens. On voit maintenant ces démarches qui apparemment sont sans conséquences gravissimes, mais à chaque fois il y a une conséquence, et à chaque fois on constate qu'il y a une érosion de l'image d'Israël au sein de la communauté internationale. On le voit lorsque la France soutient ouvertement une résolution aussi radicale de la part des Palestiniens devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cela signifie qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et le prochain gouvernement devra répondre à cette question. Comment enrayer cette érosion qui est en train de se produire? Et Philippe Kostka, une réaction? Oui, non, moi je suis un petit peu d'accord avec ce que Daniel dit. Moi, ça me fait peur quand même, parce qu'on va assister à une médiatisation de cette Cour pénale internationale. Je vous dis, je prends le précédent d'une chose qui est un petit peu parallèle, c'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui, depuis sa création, 75%
de ces décisions est lié à Israël et aux Palestiniens. Comme si, dans le monde entier, les droits de l'homme dans le monde entier doivent être mobilisés 75% sur ce problème moyen-oriental. Or, ce qui risque de se passer, je pense que de toute façon, les Israéliens aussi auront recours à cette cour, et on va avoir donc une instrumentalisation juridique des problèmes qui se trouvent ici au Moyen-Orient. Et c'est en effet, je crois que l'autorité palestinienne a été poussée dans ses derniers retranchements. Elle ne voulait pas le faire. Elle ne voulait pas le faire. Ils savaient très bien que c'est des armes à double tranchant. Et puis, comme ils ont essuyé quand même un échec à l'ONU avant-hier, eh ben, ils n'avaient pas le choix. Ils ont joué un peu une sorte de va-tout. Mais ceci dit, alors, ce va-tout-là, il est joué. Emmanuel Navon, est-ce qu'il y a d'autres cartes que les Palestiniens pourraient utiliser à présent? Vous savez, moi, je crois qu'au contraire, il y a un certain essoufflement, une certaine fatigue de la communauté internationale sur le dossier palestinien, contrairement à ce que beaucoup disent. Il suffit de voir ce qui s'est passé pendant l'opération Bordure Protectrice et de comparer avec l'opération Plomb Durci. Pendant l'opération Plomb Durci, les médias internationaux ne parlaient que de ça. On a eu la commission Goldstone. Dans la dernière opération militaire, beaucoup moins. Beaucoup moins. Je crois que les Palestiniens ont abusé de cette arme diplomatique et médiatique et que c'est en train de se retourner contre eux et qu'il y a une certaine fatigue de la communauté internationale. Mais là, Israël a un rôle très important à jouer. Plutôt que à chaque fois réagir et répondre, Israël doit initier. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement... C'est ça, cette passivité d'Israël. Exactement. Au lieu de réagir, il faut initier. Non, je pense par exemple qu'à l'ONU, au Conseil de sécurité, Israël aurait dû soumettre sa propre résolution, bien entendu, uniquement pour des raisons tactiques et psychologiques, de dire, eh bien, nous exigeons de démembrer l'UNRWA. Parce que c'est ça l'obstacle du processus de paix, ce soi-disant problème des réfugiés. Alors vous voulez imposer à Israël un retrait unilatéral, imposer aux Palestiniens de démanteler l'UNRWA et d'abandonner ce soi-disant droit au retour, qui est un des obstacles. Et pourquoi Israël n'est pas actif, proactif et seulement réactif? Je ne suis pas Premier ministre, sans doute, parce que c'est la proposition que j'avais soumise, elle n'a pas été adoptée. Mais je pense que là, Israël doit initier. Même chose sur la Cour pénale internationale. Mettre la communauté devant ses responsabilités. De dire, par exemple, pourquoi... Comme l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, comme vous l'avez dit, le Conseil des droits de l'homme, des soi-disant droits de l'homme de l'ONU, ne parle que des Palestiniens quasiment. C'est ça, est-ce que finalement, vous écrivez dans un de vos articles, c'est que les Israéliens pourraient parler aussi des implantations turques à Chypre ou marocaines dans le Sahara occidental, finalement pousser chacun dans ses retranchements, pas seulement Israël et les Palestiniens. Exactement, de dire, eh bien, si vous avez un tel problème avec les implantations, les barrières de sécurité, parlons de l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, Chypre, qui est occupée par la Turquie, et là, cela embarrasserait ces pays. De dire, pourquoi ce double standard? Vous voulez parler de ce sujet, très bien, mais parlons également de vous. Et c'est là qu'Israël devrait être plus proactif pour changer l'équilibre psychologique. Daniel, c'est peut-être aussi l'un des enjeux de ces élections, de redorer le blason des institutions diplomatiques israéliennes. Je crois effectivement que, tout à l'heure on parlait de Benyamin Netanyahou, si Benyamin Netanyahou reste le Premier ministre après le 17 mars, eh bien il devra absolument reprendre l'initiative. C'est pas parce que Avigdor Lieberman l'a dit la semaine dernière, c'est parce que c'est indispensable, c'est-à-dire pour l'image de marque d'Israël, pour essayer de redorer, on va dire, le blason international de l'État d'Israël. Mais je veux bien dire quand même que la CPI est un petit peu, je la mets en décalage. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je pense qu'Israël, au niveau international, a accusé des coups sans rien initier. Mais ça, c'est politique. La CPI, ça peut être des choses très dangereuses. C'est-à-dire qu'on risque de trouver des commandants de l'armée israélienne, un chef d'état-major, un ministre, mais personnellement impliqué dans des procédures pénales. Alors c'est vrai que nous on a des moyens de retour. Et Israël doit s'armer juridiquement. Mais absolument. Bon, on le fait, on le sait déjà depuis. Je crois qu'Emmanuel en a parlé. On le sait déjà depuis une dizaine d'années. Il y a une entrée, j'allais dire en masse de juristes dans pratiquement chaque unité combattante. Chaque opération est validée par un juriste. Donc tout ça, ça se fait. Déjà l'armée israélienne a déjà intégré cette donnée, j'allais dire légale et judiciaire, dans ses processus de guerre. Mais qui a rendu la tâche bien compliquée à certains soldats, si l'on en croit les récits d'après la guerre. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin. Restez en notre compagnie dans quelques instants, juste après un nouveau journal. On décrypte l'actualité avec Betsabé Salem. À tout de suite.
retour sur le plateau du Morning, deuxième heure en votre compagnie. Merci à Betsabé de nous avoir rejoints. Bonjour Betsabé, bonjour, Maurice. Bonne année. Bonjour, bonne année 2015. Alors Betsabé, on commence avec vous, votre premier clic, et vous nous dites aujourd'hui ce qui est tendance. Voilà, c'est la une du site du Washington Post ce matin. Ce qui est tendance en 2015, c'est et de l'autre côté, ce qu'on met donc de côté, ce qui reste cantonné à 2014, dans les tiroirs de 2014. Le quotidien qui décrit ce passage à 2015 comme une sorte de tremblement de terre, presque. Tellement de choses vont changer sans que vous en ayez remarqué ce changement. Mode d'emploi, on regarde toute une série de has-been d'un côté qui sont relégués par les nouvelles tendances. Fini les hipsters par exemple, fini George Clooney, et oui, non, il s'est marié. Pas possible. On range les pilules à base de placenta, elles sont remplacées par les légumes sur prescription. Oui, elle fait la grimace, mais voyez, c'est une bonne nouvelle finalement. On jette le chou-fleur, on se met au radis. Attention, bon courage. Soulagement en revanche, fini les hashtags. On passe aux inscriptions sur les t-shirts désormais pour plaider sa cause. Fini les athlètes qui sortent avec les starlettes. Maintenant, ce qui est à la mode, c'est les athlètes qui sortent avec les athlètes. Ça va dégager. Ça promet. Minuit, tout peut changer. Ça promet d'être sportif. À propos de sport, le crossfit. Alors, si vous n'étiez pas au courant, si vous êtes un peu en retard, c'était une espèce de mixte entre de la gym et de l'haltérophilie. Eh bien, c'est déjà démodé. On passe au sport de haute altitude. Sortez vos bonnets. Ou on passe au sport tout court, hein, ça dépend qui on est et à qui on s'adresse. Allez, c'est nouveau aussi. Elle a regardé Maurice avec intensité. C'est nouveau aussi cette année en Europe, ce 1er janvier. Eh bien, ce sera, un peu plus sérieusement, la Lettonie qui présidera l'Union européenne. Sérieusement ou pas, hein, en tout cas, ça promet d'être intéressant. Ça signifie de gros enjeux pour le petit pays balte. Alors d'abord, la présidence tournante, c'est l'occasion pour ce nouveau membre, hein, depuis 2004 seulement, de prouver sa volonté d'intégration, bien sûr, au sein de l'Union, mais aussi relève le monde. La Lettonie va devoir s'attaquer à plusieurs dossiers chauds, dont, bien sûr, vous l'aurez compris, la Russie est tentée d'arriver à cette désescalade tant souhaitée par les Européens. Or, ce sujet a un relief tout particulier pour la Lettonie. Pourquoi ? Eh bien, parce que le pays est peuplé à 40% de russophones, avec qui il a déjà des relations compliquées, et d'autant que 10% d'entre eux n'ont même pas la citoyenneté lettonne, et ce sont des apatrides dans leur propre pays. Voilà, ça promet d'être gratiné cette année pour Riga. La Lettonie qui va jouer les funambules. On revient à présent sur ce cargo abandonné battant pavillon moldave, à bord duquel se trouvaient 900 migrants. Voilà, alors la marine militaire italienne a sans doute réussi à éviter un drame en ramenant finalement à bon port le Blue Sky M, c'est le nom de ce cargo donc, qui aurait été abandonné par son équipage. Alors à son bord, peut-être 900 migrants, écrit le Figaro qui reprend les agences de presse, et pourtant la veille, les autorités grecques avaient inspecté le navire et déclaré qu'il n'y avait rien de suspect à bord, comme quoi 900 personnes, ça se cache facilement. Alors le quotidien qui revient sur cette odyssée nous explique que le cargo était parti apparemment de Turquie le 14 décembre et qu'il devait rejoindre la Croatie. Cette semaine, le bateau est arrivé au large de Corfou et c'est là qu'il y a eu des signaux de détresse selon lesquels il y avait des hommes armés à bord, histoire qui est retombée comme un soufflet puisque c'est là que la police grecque est arrivée et qui a dit qu'il n'y avait rien de suspect. Or le cargo était bien en difficulté. Regardez le Nouvel Obs qui revient aussi sur cette épopée peu commune. Conclusion, une hécatombe a été évitée puisque le moteur du navire en fait était bloqué et sans l'intervention finalement des gardes-côtes italiens, eh bien le navire qui était abandonné par son équipage allait se fracasser contre les rochers de la côte italienne dans les Pouilles. Alors dernières informations, à croire la République en Italie, il y avait quasiment 800 réfugiés. Information un peu plus précise, majoritairement syriens. Parmi beaucoup de femmes, d'enfants, des dizaines d'enfants blessés, insiste le quotidien italien, et qui précise il n'est pas vraiment clair encore si l'équipage a vraiment abandonné son navire ou plutôt ne s'est pas fondu dans la foule des réfugiés pour éviter des poursuites judiciaires à suivre. Alors on continue avec les transports, on passe au transport aérien cette fois-ci et c'est Ronald Reagan qui aurait été content puisqu'on va parler d'une affaire de cacahuètes. De cacahuètes, alors en fait j'ai un peu exagéré, c'est des noix de macadamia mais c'est pas vraiment différent. Alors, j'ai suivi avec délectation les épisodes qui ont secoué, c'était pas toujours avec vous Nathalie, la compagnie coréenne Air. Ces dernières semaines, je vous fais un petit débriefing, on le rappelle, tout a commencé quand
temps la vice-présidente, accessoirement fille du PDG de Korean Air, a fait un scandale à bord parce que l'hôtesse avait oublié de lui proposer des noix de macadamia. Elle a fait un tel remue-ménage que l'avion a finalement eu 20 minutes de retard, ce qui n'a pas plu aux 200 passagers à bord. Alors les excuses du père et de la fille, la démission de celle-ci n'ont pas suffi à calmer les mauvaises rumeurs, comme le raconte RFI. En effet, l'héritière de Korean Air, Cho Yuna, a même été arrêtée. Ça n'en finit pas. RFI qui explique: pas question de pardonner à Cho Yuna. La fille à papa a déshonoré le pays. Elle fait la une de tous les médias coréens. Les Coréens qui en ont marre des corruptions et autres magouilles. Et qui ne plaisante pas entre noix de macadamia et cacahuètes, c'est vraiment pas la même chose. Betsabe, allez, on va garder le cap. On reste en l'air avec un plan pour des billets d'avion moins cher. Voilà, alors Slate a dépêché l'info sur Fox News. Je savais que ça vous intéresserait. La compagnie aérienne quand même américaine United Airlines et Orbit sont quand même lancés des poursuites en justice pour concurrence déloyale contre Akhtar Zaman. C'est un jeune américain de 22 ans dont le site aidait les voyageurs à trouver des billets moins chers. Sauf que ça n'a pas plu aux compagnies. Mais quand même, la ruse est assez intéressante pour qu'on se penche dessus. Poursuite ou pas, le site utilisait en fait le principe de ville cachée. En fait, le principe est simple, l'idée c'est d'acheter un billet sur un avion qui va faire une halte là où vous voulez aller. Exemple, si vous voulez voyager de New York à San Francisco, vous prenez un vol New York Lake Tahoe qui va s'arrêter à San Francisco, sauf que vous ne prendrez pas le deuxième avion, puisque là vous trouverez en fait des billets beaucoup moins chers et ça vaut le coup. Ça marche si vous n'enregistrez pas de bagages et si vous avez des allées simples. Alors le pauvre jeune homme qui est poursuivi raconte qu'on n'avait pas besoin de lui pour avoir ce genre de plan. La preuve, vous pouvez essayer de le faire vous-même, qu'il a juste donné un coup de pouce. Vous allez essayer, Maurice? Non, il suffit d'aller s'adresser à Malaysian Airlines ou à Asia Air et puis on aura des billets beaucoup moins chers. Voilà. Sinon, vous avez la trottinette, le catamaran. En revanche, ce que vous n'avez pas, c'est le métro, parce que vous savez que depuis aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2015, le métro à Tel Aviv a augmenté. Non, alors le métro parisien, en tout cas, il a augmenté. Pour ceux qui en sont des fidèles utilisateurs, il s'élève à présent à 1,80 €. C'est quand même plus que ce que nous, quand on était encore dans cette capitale, avions l'habitude d'utiliser. Avec les 30% ou sans les 30%? Famille nombreuse. Pas famille nombreuse, non. Donc en tout cas, on va vous... Non mais elle veut qu'on lui dise que c'est cher. C'est trop cher, Nathalie, c'est beaucoup trop cher. Non, pas de révolution, c'est pas grave. Pas sur ce plateau et pas ce matin. En tout cas, c'est pas l'humeur du jour. Alors si vous les connaissez, on vous y emmène, on vous y ramène dans les couloirs du métro parisien. On y étouffe souvent, vous le savez, on y court en tout cas, presque toujours. Et on entend des voix également, des voix qui nous annoncent, qui nous susurrent à l'oreille qu'il y a des pickpockets qui sont susceptibles d'agir dans la station, qu'il y a des interruptions de trafic. Et ben on va voir qui se cache derrière ces voix. Les Parisiens les connaissent par cœur. Nous vous invitons à faire attention à vos sacs, téléphones ou tout autre objet personnel. Derrière ces voix, il y a 10 hommes et 10 femmes. Tous travaillent à la RATP. Nelly a passé 28 ans dans l'entreprise et sa grande fierté, c'est d'annoncer les différentes stations de la ligne 1. Les sablons. Les sablons. Oui, j'aime bien surtout la réaction des gens qui répètent souvent derrière moi, en fin de compte, le nom des stations. Depuis 10 ans, sa voix fait partie du paysage urbain. Un paysage en pleine mutation. La RATP remplace peu à peu les annonces de synthèse par des voix humaines, avec des critères bien précis. Il ne faut pas que la voix soit trop grave ou trop aiguë, puisque trop grave dans de grands espaces comme nos stations de métro, il peut y avoir de la réverbération, donc on n'entendrait pas très bien les annonces. Et trop aigu, ça risque d'être trop strident. Et comme notre univers est déjà un peu métallique, avec les rails, etc., ça risque de percer. Donc en fait, on va être entre les deux. Et pour trouver ce juste milieu, la RATP a lancé en novembre un grand casting interne. 500 candidats ont tenté leur chance devant ce jury digne d'une émission de télé-réalité. Un autobus violet. Une fois qu'il descend des gens. Vous avez une jolie voix, il y avait plein de choses de bien, malheureusement on a des critères très exigeants. Pour certains, c'est raté, il faudra revenir dans 10 ans. Mais pour d'autres... Un train franchissait le pont à grand fracas. 1, 2, 3, 4 oui. Oui. Alors c'est ça, oui. Félicitations. Fabien a su convaincre grâce à sa gestion du stress et une bonne humeur contagieuse. En fait, je m'y attendais pas du tout, donc du coup là, je suis peut-être pas encore vraiment
dedans encore, mais je suis quand même content de passer, d'être à une finale de Voice de la RATP. Fabien a trouvé sa voie. Quant à Nelly, on la retrouve à partir du 13 décembre entre Châtillon et Vélizy. Elle sera la voix du nouveau tramway T6. Et voilà, Maurice, Moi, je voudrais bien qu'on me réponde à une question. Quand on monte dans le métro parisien, on a une voix effectivement qui nous annonce les stations. Alors c'est d'Enfer-Rochereau. Pourquoi 2 fois? On a compris la première fois. Pourquoi nécessairement nous imposer une deuxième répétition? Bessabé, sortez une réponse de votre chapeau. Je sens que ça va le tarauder toute Non, l'année mais 2040. non, ça me laisse toute quoi en fait, parce que j'avais jamais remarqué. Peut-être pour les gens comme moi qui n'avaient pas remarqué qu'il le disait 2 fois. Ben voilà, la question est ouverte. Si vous voulez répondre à Maurice Fergan, vous avez Merci son mail, beaucoup. allez-y. Maurice qui va répondre à d'autres questions ce matin, bien différentes. Celle-là, on va parler de ce journal de campagne que vous venez nous présenter depuis quelques jours. Et ce matin, on est toujours avec cette même question, finalement, cette même rengaine. Est-ce que Aryeh Deri est bien out du parti chasse? Oui, c'est exactement l'inverse de la chronique de Bethsabée, quoi. Plus ça change, plus c'est pareil dans la politique israélienne. Alors effectivement, on a parlé du départ, de la démission d'Aryeh Deri, le leader du parti chasse, le parti orthodoxe séfarade. Alors aujourd'hui, la presse israélienne nous dit que c'est pas évident. 2 députés chasse qui ont eu l'occasion de s'entretenir il y a 48 heures avec Aryeh Deri qui a disparu des radars de la politique, on n'entend plus parler de lui, on ne sait pas où il est. Eh bien, ces 2 députés ont dit que de la conversation qu'ils ont eue avec Aryeh Deri, il semble bien que c'est pas définitif et que... Alors, il pourrait revenir. Ils ont eu le sentiment qu'il pourrait revenir et peut-être encore plus fort qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont entendu? On ne sait pas, mais la conversation pour eux était très claire. Aryeh Deri va revenir, donc pas d'inquiétude. Alors, pas d'inquiétude, ça dépend beaucoup, parce que si on parle d'Eli Yishai, ça pourrait être particulièrement embêtant, d'autant plus que sur le plan idéologique, il y a de véritables dissensions entre les deux hommes. Il y a des dissensions idéologiques au-delà des personnalités. Les 2 hommes sont en lutte pour la succession à la tête de ce parti depuis plus de 15 ans. Mais disons, si on prend la position d'Eli Yishai et notamment sa dernière conférence de presse, on s'est bien rendu compte, il était assis à côté de Yoni Shedbon, un transfuge de Habayit Hayoudi qui milite pour pratiquement l'annexion des territoires. Donc Eli Yishai est lui aussi sur une position très ferme. Il a dit que sa campagne allait être pas de Oslo 3. C'est clair, le parti d'Eli Yishai, le nouveau parti Chasse B, finalement, va avoir une position, disons, nationaliste extrême sur le dossier diplomatique. Alors, Aryeh Deri, c'est un peu l'inverse, c'est le frère ennemi. Aryeh Deri a toujours soutenu la position du leader spirituel du parti Chasse, le rabbin Ovadia Yosef, qui avait dit que finalement, on pouvait peut-être renoncer à des territoires lorsqu'il y avait danger pour les vies humaines. Et donc, il avait toujours laissé entendre qu'il était prêt à des compromis territoriaux. Et je crois qu'Aryeh Deri est resté sur cette position, d'autant plus que Aryeh Deri continue à maintenir finalement la raison d'être de ce parti chasse qui avait été créé il y a plus de 40 ans, de 30 ans, pour défendre les séfarades défavorisés dans la société israélienne, et donc avait un côté social, éducatif et économique, et il est toujours sur cette ligne. Voilà pour ces divergences sociales et diplomatiques. On passe à présent... Juste un petit mot, la date limite pour le dépôt des candidatures, des listes électorales, c'est la fin janvier, donc on a encore du temps avant d'avoir d'autres surprises avec Aryeh Deri. Voilà, d'autres rebondissements en ligne de mire. On parle à présent de la coalition Herzog-Livni qui ont recruté une nouvelle tête, Trachtenberg. Oui, c'est intéressant parce que la stratégie de la gauche israélienne aujourd'hui face à Netanyahou, c'est la stratégie des personnalités. Alors Herzog a surpris tout le monde avec une alliance et une rotation avec Tzipi Livni. Aujourd'hui, hier du moins, ils ont voulu encore surprendre avec l'entrée au sein de leur couple d'un 3e individu. Il s'agit de Manuel Trachtenberg. Alors il est connu des Israéliens. Manuel Trachtenberg est extrêmement connu des Israéliens puisque c'est un économiste de renom, d'origine d'Argentine, qui a été nommé
justement par Benjamin Netanyahou pour proposer des recommandations économiques et sociales après la grande révolte sociale révolte des tentes de 2011. Alors, Israéliens. Trachtenberg a travaillé assez ardument sur cette question, a présenté une centaine de propositions. Aucune de celles-ci, a-t-il dit, n'a été mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi d'entrer dans la vie politique, pas dans n'importe quel camp, dans le camp de la gauche. Et dernier rebondissement, Herzog et Livni ont proposé à Manuel Trachtenberg, s'il remporte les élections, de lui confier le portefeuille des finances. Alors ça pose des problèmes puisque finalement il va falloir négocier pour une coalition et il y a un autre candidat pour les finances, il s'appelle Moshe Kahlon. Et voilà, ça continue. En tout cas, maintenant on prend la direction du Meretz, l'extrême gauche israélienne, avec ce départ de Nitzan Horowitz. Un départ qui n'est pas un départ surprise. Tout le monde savait que finalement Nitzan Horowitz ne se trouvait pas bien à la Knesset après 6 ans de fonction. Il a décidé de quitter la vie politique. Il a tout simplement dit qu'il voulait explorer d'autres directions, mais je crois que l'échec qu'il a eu l'année dernière à la municipalité de Tel Aviv on en avait entendu d'autres dire ça avant lui, je pense, et notamment à Gideon Sar. Merci Maurice pour ce journal de campagne. Restez avec nous puisque dans un tout autre registre, Bethsabée nous parlera dans quelques instants de la gueule de bois, comment l'éviter en ce lendemain de réveillon. A tout de suite après un nouveau journal présenté par Elsa Mimoun. Retour sur le plateau du Morning pour cette dernière partie de votre édition du matin en notre compagnie. Bethsabée qui est restée avec nous, Rudy Saada. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous courageusement en ce 1er janvier 2015. Alors justement, je ne sais pas si ça a été votre cas hier, certains ont bu. On ne dira rien, on ne dira rien. On taira la soirée d'hier soir de Rudy. Alors certains d'entre vous peut-être ont bu, en tout cas vous avez été suffisamment courageux pour vous lever tôt et être au rendez-vous sur i24 News. Alors on se propose, en tout cas Bethsabée se propose de vous donner un petit coup de main si vous avez la gueule de bois. Qu'est-ce qu'il faut faire, Bethsabée? Alors il faut déjà noter, Nathalie, que c'est un sujet qui a pas mal intéressé les médias ces derniers jours à l'occasion de la Saint-Sylvestre, même si on n'a pas forcément besoin du nouvel an pour boire. Il y a les mariages par exemple. Demandez à notre rédactrice en chef, elle sait de quoi elle parle. Alors comment déjà savoir si c'est la gueule de bois ou la grippe? Bien qu'en général on a une vague sensation de lien, de causalité. Alors la gueule de bois survient au réveil, elle se traduit par de violents maux de tête, une grande fatigue, la bouche pâteuse, parfois des vertiges, des nausées, voire des vomissements. Et on a soif, très soif, forcément notre corps a besoin d'eau pour faire partir tout cet alcool ingéré. Ça c'est pour les symptômes. Une fois qu'on est sûr, qu'on a bien compris, on a la gueule de bois, on a trop bu hier, que faire? Alors, pour nous chauffer un peu, Nathalie, et même pour vous réconforter d'être là où vous vous trouvez, je vous propose de faire un petit tour du monde des recettes anti-gueule de bois. Slate reprend le Guardian britannique, qui nous a fait un petit tour du monde lui aussi, dans lequel j'ai pioché avec intérêt. Les Russes, par exemple, utilisent du jus de cornichon et autres piqueuses. Buvez un verre, attention, pas une cuillère, un verre de cette saumure dans laquelle flottent vos condiments et tout ira apparemment beaucoup mieux. Je n'ai pas essayé, bonne chance. Au Pérou, on préfère le leche de tigre, le lait de tigre. Alors c'est une marinade à base de jus de citron, ce sera la vitamine C on dira, et puis d'herbes crues, notamment coriandre, sans compter piment, sel, poivre, oignon, ce qui sert notamment à faire le plat national, le ceviche. Et notez que cet élixir peut être bu en apéro et aussi il est connu pour son pouvoir vivifiant. On dit qu'il réveille les morts même. Il est connu aussi pour... Vous notez pourquoi le leche de tigre du Pérou? Il y a d'autres options. Je ne prendrai pas ça au petit-déj. Il n'est pas obligé de se prononcer tout de toute suite. la journée. Il est connu aussi pour ses propriétés aphrodisiaques. Alors on se demande si c'est approprié pour ce genre de situation, quand même allumer la lumière est difficile. Alors ça intéresse d'ailleurs vraiment les Britanniques dans le Guardian, puisque le Guardian indique même où se procurer le leche de tigre. Vous voyez, ma concentration est à rude épreuve ce matin, mais je tiens bon. Alors vous avez aussi le thé de fourmi verte, par exemple, autre remède utilisé depuis
des millénaires, celui-là, par des indigènes. Alors, le souci, il faut se rendre au parc national de Kakadu. Trouver des fourmis vertes. En Australie, exactement. Mais le Guardian ne se laisse pas abattre et propose de remplacer les dites fourmis vertes par les criquets, connus pour leur richesse en protéines. Ça fait lever les sourcils de Rudy. Oui. Si vous ne trouvez pas de fourmis vertes, utilisez des criquets. Voilà. C'est à portée de main. C'est sur le Gizmodo propose le lait de bufflone consommé en abibi cette fois. Alors c'est un appétissant mélange de crème caillée, de rhum brun, de rhum épicé, de liqueur et de crème entière. Alors le site commente d'ailleurs, la recette semble surtout une combinaison pour avoir la gueule de bois. Voilà, alors on vous demandera pas. Non mais je pense à tous les téléspectateurs qui prennent leur petit déjeuner en ce moment. Voilà, une tendre pensée. Bon, allez, plus sérieusement, est-ce qu'il y a des remèdes plus sérieux? Alors, je vais vous décevoir un petit peu, Nathalie. J'ai eu beau à dépecer les articles dans tous les sens. Contre la gueule de bois, il y a surtout l'eau et la patience, apparemment. Alors, évidemment, il y a les remèdes naturels, quand même, qui nous aident. Nice Matin a d'ailleurs interrogé un adepte des médecines naturelles pour lutter contre les maux de tête et d'estomac. Il n'y aurait rien de mieux que l'huile essentielle de menthe poivrée à prendre sur un morceau de pain ou respirer sur un coton. Alors, faut dire qu'on a tous de l'huile essentielle de menthe poivrée. Sur un petit coton démaquillant, très charmant. Il y a de l'huile de menthe poivrée dessus pour respirer. Ça sent l'after eight. Exactement, ça sent la menthe en fait. Alors vous avez sinon le gingembre qui est idéal contre la nausée, notamment pour les femmes enceintes. Ça marche très très bien, on le consomme en infusion ou en snack. Bon, je vous ai apporté un petit gingembre confit, Rudy, je vous laisse essayer. Ça pique un peu, mais vous allez voir, c'est beaucoup bien. Ça va vous réveiller. Vous avez toujours tout ça à la maison? J'ai toujours tout ça à la maison. Allez, moi je vais goûter. C'est pas pour rien que je bosse ici. Bon, et alors là, sinon il y a la bonne vieille tisane de thym qui protège. Il aime ça, c'est sa façon d'aimer, Rudy. Nous on connaît, on est ses collègues. Excellent, il en reprendra. Alors, jetez pas par terre, Rudy, ça se fait pas. Ah non, alors, une bonne vieille tisane de thym, sinon, ça protège donc l'estomac des mauvaises digestions. Je vous ai préparé une petite tisane de thym, Rudy. Moi, je peux pas l'en prendre parce que je suis en train de parler. Je vous laisse goûter, vous allez voir, ça fait vous le cobaye. Oui, c'est ça, cobaye, hein, c'est bien le mot. Oh là. C'est du vrai, c'est du thym biologique en plus. Ça sent je vous ai préparé sa concoction moi-même. Bon. En plus, c'est une... Voilà. Et il y va en plus. Oui, bon, voilà. C'est du thym, quoi. Ça va. Voilà, exactement. Ça va, non? Ça sent les Landes. C'est ça. Voilà, Nathalie. Et voilà, on voit d'autres petites choses éparpillées comme ça sur votre c'est du gingembre frais, si vous voulez, vous pouvez le croquer, mais ça va faire... Par contre, vous allez sauter au plafond. Voilà. Non, ça je vais éviter. Et ça, c'est l'huile essentielle que vous avez mise sur le petit coton qui sent l'after eight. Bon, je vais être en pleine forme pour la revue du web. Voilà. Alors, ce sera dans quelques instants, mais on va quand même vérifier ce que vous nous avez dit, certaines des choses que vous nous avez dites. Betsabé, nous sommes en ligne avec la diététicienne et nutritionniste Catherine Poggi. Bonjour, merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Alors, vous avez un cabinet à Paris, dans le 17e arrondissement. Dites-nous tout ce que nous a dit Betsabé il y a quelques instants. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut boire de l'eau ou est-ce que la bière, ça peut aller aussi contre la gueule de bois? Alors, la priorité, pour surtout détoxifier l'organisme et bien réhydrater l'organisme, l'eau est importante après les fêtes. Il faut boire beaucoup d'eau, vraiment, pour éliminer les toxines. On peut boire de l'eau, vous pouvez boire aussi du thé, des tisanes, des soupes, tout ce qui va hydrater l'organisme et permettre d'éliminer les toxines. Donc je vous conseille plutôt de l'eau que de l'alcool. Parce que comme je vous disais, l'alcool... c'est une boisson plutôt à réserver pour les fêtes et donc ou d'autres occasions. Donc effectivement après les fêtes, on va essayer de manger un peu plus sainement, d'alléger. Alors voilà, pas de repas trop lourds, privilégier les repas légers et puis faire du sport aussi, ça peut aider? Oui, faire du sport peut aider, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion finalement en début d'année de mettre en place de bonnes résolutions, de faire une demi-heure de marche rapide, par exemple, tous les jours. C'est une façon aussi d'éliminer un petit peu l'excès des fêtes aussi. Transpirer, ça aide, c'est ce qui... Transpirer va vous permettre d'éliminer les toxines, surtout. Mais, donc l'eau et les toxines. Pour cela, on peut avoir un exemple pas mal, le sauna, qui après les fêtes est aussi un moyen un petit peu de revigorer son corps et son esprit peut-être aussi. Surtout après les fêtes, on mange plutôt gras pendant les fêtes, c'est surtout les mauvaises graisses, les sucres, foie gras, saumon, les viandes en sauce, tout ça effectivement va irriter le foie, on engorge un petit peu l'organisme, donc une alimentation
légère et l'occasion beaucoup d'eau. De repartir sur un bon pied. Merci beaucoup Catherine Podi pour ces conseils en ce début d'année 2015. Donc je vous propose Rudy et Betsabé de nous rendre en Sibérie pour un focus particulier sur un groupe musical en République de Touva. Vous avez peut-être entendu parler de ce petit pays qui appartient à la Confédération russe. Et bien à Touva, la principale ressource est la culture du cannabis. Regardez. Chaque pays a un son bien à lui. En Suisse, c'est le cor des Alpes. En Israël, c'est le chauffard. Au Pérou, la flûte de Pan. Dans les îles Salomon, on a les pipes en bambou. Et dans la République du Touva, c'est la gorge. Voici Hunhurtu, un groupe venu tout droit de Touva, une ancienne république du RSS située à la frontière avec la Mongolie. Un groupe formé en 1992 est connu pour sa maîtrise de cette technique unique en son genre. Le chant Khoumaï, appelé aussi diphonique, une technique touvane qui permet d'émettre en même temps des sons de gorge à partir des vibrations du larynx. Le résultat, des sonorités profondes et pour le moins singulières. Et pour accompagner ces chants traditionnels, des instruments au look plutôt original, avec par-dessus un soupçon de spiritualité. Hunhurtu est arrivé en Israël pour jouer devant un public conquis d'avance, prêt à embarquer pour une échappée dans les steppes éloignées de leur terre natale. Les chants expriment leur passion pour la nature, leur nostalgie du temps écoulé et leur amour pour les chevaux et les divinités. Nous avons appris de nos grands-parents et maintenant nos disques inspirent la jeune génération. Ils apprennent les techniques, apprennent l'histoire, les chansons et ils préservent cet héritage chaleureux. On a vraiment un héritage immense. De nos jours, les jeunes touvains et mongols mélangent chants diphoniques et genres musicaux contemporains, comme avec le rap, ou le rock et la techno. La République de Touva qui rencontre Israël, un choc des cultures. Le concert a été accueilli avec joie par un public varié. Bourgeoisie tel-avivienne, jeune babacool fraîchement revenu d'Inde. D'ailleurs, après la représentation, un débat a eu lieu avec le groupe. Alors que l'hiver touvain peut atteindre les moins 40 degrés, le groupe Hunhurtu, hélice solaire en langue touvaine, a su apporter à Israël une chaleur du fin fond de la gorge. Et voilà, on passe à présent, après toutes ces informations à la revue du web. Vous avez vu qu'on peut être frais le 1er janvier. Absolument. Rudy. Allez, on commence avec les vœux des dirigeants du monde entier. C'est de rigueur, comme chaque année. Oui, c'est devenu un incontournable. Les vœux des présidents et des premiers ministres dans le monde se font désormais en ligne sur Internet. On en a pris l'habitude et on commence avec ce bisou de Barack Obama et les yeux au ciel de sa femme Michelle. Un simple message venu de la Maison Blanche. Bonne année. En Israël, c'est en vidéo et sur Facebook que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a choisi d'adresser ses vœux. Il devait être vœux. Un peu tendu, Benjamin Netanyahou. Oui, c'est une autre ambiance, mais c'était plutôt cordial. Il a adressé ses vœux à quand même 1 110 000 amis, dont, dit-il dans la vidéo... Sarah n'a pas voulu faire un petit bisou, elle aussi? Non, elle n'est pas apparue. Et donc voilà, il y a quand même, là, il dit la moitié de ses amis Facebook vivent à travers le monde. C'est pour ça qu'il a fait cet effort de faire cette vidéo. Et puis il dit qu'Israël doit rester l'année prochaine, en 2015, un îlot de démocratie, de rester fort. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors on part en France, où on a opté pour le live tweet du traditionnel discours présidentiel, diffusé hier à 20h en France, un flot de tweets qui reprenait en direct donc le discours et qui se conclut par un très simple: vive la République et vive la France. Direction l'Angleterre, où David Cameron lui aussi se contente d'un court mais très sincère Happy New Year. Et on finit avec la plume très lyrique et désormais connue d'Hassan Rouhani, le président iranien. Il souhaite que 2015 apporte plus de coopération régionale,
et internationale pour mettre fin dans le monde à la violence et à l'extrémisme. Voilà, c'est toujours très intéressant de voir de qui viennent les tweets et quelles en sont la nature. Alors on va parler, nouvelle année oblige, de nouvelles résolutions, celles prises notamment par le patron de Facebook. Oui, d'abord, mais celle de Bethsabée. Ah non, j'ai oublié, on en a parlé vaguement ce matin. Mais... La mienne, non, c'est moi qui pose les questions. Bon, d'accord, alors très bien, aucune bonne résolution. Mais en tout cas, c'est aussi une tradition, le patron de Facebook s'est adressé à ses amis Facebook, donc en leur demandant quelle bonne résolution il pourrait prendre. Alors on va regarder son post, chaque année, je relève un défi d'élargir mes horizons et apprendre quelque chose. Donc voilà, les années précédentes, les challenges ont été apprendre le mandarin, rencontrer une nouvelle personne qui ne travaille pas chez Facebook, écrire quotidiennement une lettre de remerciement. Excusez-moi, c'est vachement narcissique. On s'en fiche de ces résolutions. En fait, c'est une manière de faire appel. Une cravate tous les jours, je sais pas. Absolument, oui, il y a l'histoire de la cravate, devenir végétarien, porter des cravates tous les jours. Ça va changer votre vie de savoir que Mark Zuckerberg porte une cravate tous les jours. En fait, je le vois autrement. En faisant ça, il veut renforcer l'effet communauté et ça marche parce qu'il y a eu 54 000 réponses. Évidemment, il y a eu des réponses très farfelues et Mark Zuckerberg continue de discuter. Donc, on va bientôt avoir la réponse de sa bonne résolution pour l'année 2015. Chacun qui doit soutenir une résolution et celle qui arrive en tête sera c'est à lui de choisir, mais en tout cas toutes les idées sont à proposer. Et ben voilà, allez, on va parler du nouvel an toujours un peu avancé à Madrid, une exception espagnole. Oui, on a vu dans les journaux i24 News Sydney, New York, Londres, Paris, mais est-ce qu'on a vu Madrid? Non, on n'a pas vu Madrid. Pour cause, le 31 décembre a été fêté avec un jour d'avance. Comme vous pouvez le voir sur ces tweets, il date donc du 30 décembre. Pourquoi? La mairie de Madrid a pris pour habitude désormais de tester chaque année le carillon du 31 décembre, mais le tester un jour plus tôt pour s'assurer qu'il fonctionnera bien le 31 décembre. Mais au final, c'est une foule toujours plus grande qui chaque année vient sur la Puerta del Sol pour assister à cet essai et célébrer en avance le passage à la nouvelle année. Donc il y avait quasiment plus de monde le 30 que le 31 du côté de Madrid et la foule a même poussé, c'est ce que nous disent les tweetos, des acclamations lorsque l'horloge a sonné. Donc pour ce faux minuit qui devient finalement plus populaire que le vrai. On a trouvé notre bonne résolution pour 2016. Il y a un matin qu'on aurait dû faire la gueule de bois. Ouais, exactement. c'est vrai. Et comme ça, aujourd'hui, on aurait été vraiment frais. Avant, on va terminer par une vidéo. Oui, les entreprises rivalisent d'originalité pour fêter les vœux et pour célébrer le goût du voyage. La SNCF en France a demandé à la chorale des petits chanteurs d'Asnières d'interpréter en une chanson avec des paroles un peu particulières car elles sont inspirées des tweets postés par les internautes. Regardez. Et 3 et 4. Ce week-end, c'était vraiment trop cool. En Sologne, on était à la fraîche. À New York, j'ai trop fait des... Et voilà pour démarrer l'année en beauté. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre un tout nouveau journal de la rédaction. À demain.